Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la mobilisation de l'église mexicaine après le séisme très violent qui a touché le pays. Un reportage sur la première maison de vie et de partage à Versailles, une colocation pour des hommes en situation de handicap mental. Et puis retour sur le semi-marathon à Rome pour la paix. Les présidents américains et français se sont exprimés mardi pour la première fois à la tribune des Nations Unies, avec deux visions opposées sur des sujets comme le climat, la diplomatie ou l'Iran. On en parle dans quelques instants avec deux éditorialistes de la presse chrétienne, Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir Olivier. Et Henrik Lindel de La Vie nous rejoindra sur ce plateau dans quelques instants. Au Mexique, les secours se mobilisent pour tenter de sauver d'éventuels survivants après le séisme qui a secoué le pays ce mardi 19 septembre. Les derniers chiffres officiels recensent plus de 250 personnes qui ont perdu la vie dans ce tremblement de terre d'une violence rare. Dans un communiqué, la conférence épiscopale du pays a invité les autorités civiles, le gouvernement et aussi les diocèses à se coordonner pour mettre en place des secours efficaces, surtout dans le sud du pays où des populations sont encore isolées. Beaucoup des catholiques, ils sont allés pour aider à retirer les pierres qui sont une sur l'autre pour voir si trouve encore des personnes vivantes, de porter de l'eau potable et aussi des autres choses pour l'alimentation. Aussi, tous les évêques ont fait un appel à la prière et à cette solidarité, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Hier, lors de l'Angélus, le pape François a prié pour le Mexique que notre mère, la Vierge de Guadalupe, avec une grande tendresse, soit proche de cette chère nation mexicaine, a-t-il déclaré. Une autre situation qui inquiète particulièrement le Vatican, celle des Rohingyas. Depuis août, plus de 420 000 personnes de cette communauté pauvre et musulmane ont fui la Birmanie où ils sont persécutés. On se souvient de l'appel lancé par le pape François fin août. Hier, le président français Emmanuel Macron a parlé de génocide. Dans le même temps, le Bangladesh a demandé à la Birmanie de réadmettre les Rohingyas dans son pays, ne pouvant faire face à l'afflux de réfugiés. On écoute Camille Cuisset, coordinatrice d'Info Birmanie. Les retours seront compliqués parce que lors de son discours, Aung San Suu Kyi, qui a prononcé un discours mardi matin qui était très attendu, a évoqué que la Birmanie était prête à organiser les retours de Rohingyas. Cependant, ça reste sur une base floue et ça n'explique pas comment vont être organisés ces retours. On a besoin aujourd'hui de précisions, de choses concrètes pour la mise en place de ces retours. Un autre point important, c'est que ces retours doivent absolument être organisés de manière à protéger les populations civiles, les Rohingyas qui pourraient revenir en Birmanie. Aujourd'hui, étant donné la situation où il y a des campagnes de violence à leur encontre qui ont poussé à la fuite de 420 000 personnes, on se demande comment leur sécurité et leur protection peut être mise en place. La condition des Rohingyas sera certainement au cœur du prochain voyage apostolique du pape en Birmanie du 27 au 30 novembre, puis au Bangladesh du 30 novembre au 2 décembre. Le pape François, qui a reçu ce matin les membres de la commission de la protection des mineurs, présidée par le cardinal O'Malley, l'archevêque de Boston. Après avoir remercié le travail effectué, le pape a remis un texte pour réaffirmer la tolérance zéro que l'Église doit assumer. En France, la première maison de vie et de partage vient d'ouvrir ses portes à Versailles. Le gouvernement a dit hier vouloir améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. La Fondation pour le logement social, d'inspiration chrétienne, a montré l'exemple en inaugurant il y a quelques jours la première colocation entre des personnes en situation de handicap mental. Des logements adaptés à loyer modéré en plein cœur de la ville. Reportage avec notre journaliste Gabriel Massé. Louis, Anthony, François et Bruno rentrent du travail et rejoignent la maisonnée Saint-Jean-Paul II, en plein cœur de Versailles. Il est 16h, c'est l'heure de prendre le goûter accompagné d'Agnès, la maîtresse de maison. Moi, je suis là pour accompagner les garçons, mais ils sont aussi chez eux. C'est vraiment... l'esprit de la maison, c'est qu'ils sont chez eux. C'est leur lieu de vie. Leur chambre, c'est leur lieu d'intimité. Et c'est un peu comme une colocation, en fait. Donc, ils participent également à la vie de la maison, à l'organisation des repas, des temps en commun.
Ces garçons sont chez eux, ils participent donc aux tâches de la maisonnée, mettre la table, passer le râteau dans le jardin ou ramasser des pommes pour faire des compotes. Là, il y a une belle. Une vie de foyer rythmée par la prière quotidienne, tous ensemble. De toi, Seigneur, nous attendons dans la vie que ma bouche chante ta louange. C'est comme dans une famille, c'est-à-dire qu'on prie ensemble, on va à la messe ensemble, on participe à la vie de la paroisse. Ils ont une formation catéchétique une fois par semaine à la paroisse, adaptée. Donc c'était important pour les familles. Et du coup, quand les jeunes postulent, c'est vrai que c'est un élément important. Cette première maison de vie et de partage, ouverte en janvier 2017, devrait accueillir à terme 7 personnes. C'est le fruit d'un partenariat entre des parents en recherche d'une solution pour leur enfant en situation de handicap et la FLS, la Fondation pour le logement social. Sur le même modèle, 4 nouvelles maisonnées devraient ouvrir prochainement à Rambouillet, Saint-Étienne, Lourdes ainsi qu'en Normandie. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu aujourd'hui des acteurs associatifs contre la pauvreté, parmi eux le Secours catholique. Sa présidente Véronique Fayet a rappelé sa volonté de voir le gouvernement s'engager dans un plan de lutte avec un objectif, plus aucun enfant sous le seuil de pauvreté d'ici 10 ans. L'annonce faite le mardi 12 septembre par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes dès 2018 continue à susciter des oppositions. Il y a bien sûr les historiques comme la Manif pour tous ou encore Alliance Vita. Mais ces derniers jours, d'autres voix, moins attendues cette fois-ci, se sont élevées contre ce projet. On peut citer José Bové qui dénonce un chemin vers l'eugénisme et l'homme augmenté, ou encore celle de Jacques Tétard. Ce médecin avait conçu le premier bébé éprouvette en 1982. Et dans les colonnes de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, qui suit sa position, il pointe du doigt la fabrication d'enfants comme des objets. Autre question de société qui suscite le débat ces derniers jours, celle de l'euthanasie, avec la forte médiatisation de l'annonce de l'écrivaine Anne Baer, atteinte de la maladie de Charcot. Elle parcourt les plateaux de radio et de télévision pour expliquer son choix d'aller mourir en Belgique. Caroline Roux de SOS Fin de Vie pointe un débat déséquilibré sur un sujet si délicat. Ça laisse penser qu'il vaut mieux mourir que vivre. Et c'est extrêmement violent à la fois pour toutes ces personnes qui se battent pour accompagner ces patients qui essayent de trouver aussi des motifs d'espérance, de pouvoir être accompagnés aussi le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Il y a aussi des réactions extrêmement fortes des associations de patients parce que ça ruine en quelque sorte tout le travail qui est fait de recherche et de meilleur accompagnement possible de cette maladie. La France est engagée dans une voie qui est tout à fait unique, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Et encore aujourd'hui, la ministre de la Santé a dit que justement il fallait prendre du recul, pouvoir évaluer la dernière loi qui vient d'être votée, qui date simplement d'1 an et demi, de 2016. Et il y a aussi tout un effort justement pour développer les soins palliatifs, essayer de faire beaucoup de recherches évidemment sur ces maladies et cette maladie particulièrement éprouvante. Et s'il y a un lieu où l'on peut faire l'expérience de l'espérance lorsque l'on est malade, c'est bien au sanctuaire de Lourdes. Depuis hier, plus de 3000 personnes atteintes d'un cancer participent au pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. On les voit ici lors d'une messe célébrée ce matin. Un pèlerinage qui a lieu chaque année à la même époque depuis 1985. Il est aussi appelé le pèlerinage du sourire. Cette année est marquée par les 10 ans du motu proprio Summorum Pontificum. Pour cette date anniversaire, un pèlerinage à Rome a eu lieu la semaine dernière. En juillet 2007, le pape Benoît XVI tendait la main aux traditionalistes en autorisant largement la célébration de la messe selon la forme extraordinaire du rite romain, c'est-à-dire selon le missel de 1962. Si autrefois les relations ont pu être houleuses entre l'Église de France et les fidèles attachés à la tradition, les indications du pape Benoît XVI les ont apaisés. L'abbé Alexis Garnier, membre de la Fraternité Saint-Pierre et responsable de l'association Notre-Dame de Chrétienté, nous parle des fruits de Summorum Pontificum.
Voilà, 2007-2017, effectivement, 10 ans du motu proprio. Les fruits, les premiers fruits commencent de venir. Et ces fruits, c'est principalement des fruits d'un certain renouveau liturgique, finalement, dans l'Église, qui dépasse d'ailleurs la sphère de la forme extraordinaire proprement dite. C'est aussi une coexistence pacifique, apaisée, des deux formes du rite romain dans l'Église latine. Ce sont des vocations nombreuses, également des retours à la foi, beaucoup de recommençants ou beaucoup de convertis rejoignent l'Église en passant par cette forme liturgique, par cette liturgie en forme extraordinaire. Et puis également, c'est également la multiplication des lieux de messe où est proposée la célébration du Saint-Sacrifice selon cette forme liturgique, mais aussi l'ensemble des autres sacrements avec une bonne préparation et puis un enseignement catéchétique. Voilà, donc à titre d'ordre d'idée pour illustrer cela, 104 lieux de messe en forme extraordinaire en France en 2007 et 10 ans après, 224 lieux de messe. Donc vous voyez, ça a doublé. C'est une statistique évidemment, mais ça donne une petite idée effectivement de l'essor finalement de la forme extraordinaire dans l'Église romaine, un essor, je dirais non seulement quant aux effectifs, mais aussi il y a cet effet d'apaisement vraiment au sein de l'Église, apaisement que vraiment Benoît XVI souhaitait, et ça se retrouve dans les termes mêmes du texte du Motu Proprio. Un semi-marathon pour la paix dans les rues de Rome. Le week-end dernier, des milliers de personnes ont participé à la première édition du Rome Half Marathon Via Pacis, avec un parcours tracé pour passer devant la basilique Saint-Pierre, la mosquée de Rome, la synagogue, l'église vaudoise et l'église orthodoxe. Avant le départ, les représentants des religions chrétiennes, musulmanes, israélites ont lu ensemble un message pour la paix et les coureurs ont eu les encouragements d'un supporter de choix en la personne du pape François. Saluto I partecipanti alla corsa podistica Via Pacis, che ha toccato luoghi di culto delle diverse confessioni religiose presenti a Roma. Auspico che questa iniziativa culturale e sportiva possa favorire il dialogo, la convivenza e la pace. Le marathon a été remporté par un jeune érythréen de 25 ans. Un succès donc pour cette première, organisée entre autres par le Conseil pontifical pour la culture. Nous avons joint son sous-secrétaire sur la naissance de cette initiative. On était parti de le souvenir du pèlerinage des 7 églises. Un itinéraire de pèlerinage à Rome, des pèlerins chrétiens, mais adapté à la réalité de la ville de Rome aujourd'hui. Il y a une âme pas seulement chrétienne. Et là aussi, des âmes diverses. Il y a une communauté juive très ancienne, une communauté musulmane récente, mais très numériquement très importante. Mais il y a aussi d'autres confessions présentes, une tradition des églises protestantes, etc. Donc, la voie de l'amitié, de courir ensemble, de participer à quelque chose qui est plus d'une simple course. Et puis, dans le cadre des 500 ans de la Réforme, on peut noter le premier événement pour cette date anniversaire. Il aura lieu demain et samedi à la mairie de Paris. La Fédération protestante de France organise un colloque avec un grand rassemblement à Strasbourg du 27 au 29 octobre. Place au regard décalé sur l'actualité du Père de Verre. En cette rentrée étudiante, il parle des colocations intergénérationnelles. Bien, chers amis, avec la rentrée, je suis heureux de vous retrouver pour ces chroniques mensuelles. Et puisqu'on parle de rentrée, on va parler des étudiants. Des étudiants, mais pas seulement des étudiants, aussi de personnes en grande difficulté et à travers cet habitat bigénérationnel où les personnes âgées ou les personnes malades, finalement, qui parfois se considèrent comme étant une charge, vont découvrir qu'elles sont une chance. Et puis aussi ces étudiants à qui on dit « mais on a besoin de vous ». Alors c'est l'étonnement, comment on a besoin de moi? Oui, on a besoin de vous dans cette société. Alors que s'est-il passé? Eh bien précisément au sein de l'université,
nous avons réalisé au sein d'Habiter Humanisme une opération de 140 logements et 30 de ces logements sont réservés pour des personnes qui sortent de l'hôpital, notamment des pôles d'urgence. Et vous savez que les temps d'hospitalisation sont très courts, de sorte que beaucoup, ils sont seuls ou lorsqu'il n'y a pas de toit, donc c'est la grande misère, ne peuvent pas bénéficier d'une hospitalisation à domicile. Alors c'est Martine qui est malade, en grande difficulté, mais qui est aussi en fait en situation difficile sur un plan psychologique. Puis c'est Éléonore, une étudiante en biologie, la vie lui a souri. Et voici que ces deux femmes, alors que tout les séparait, finalement, vont découvrir qu'ils ont une possibilité non pas simplement de se croiser et de se rencontrer. Et Martine alors va dire, mais en fait, enfin pour la première fois, il y a quelqu'un qui finalement me considère, j'étais rien, j'ai même connu la rue, et voici que finalement je suis quelqu'un. Et puis c'est Éléonore qui dit, mais en fait quelle chance aussi d'entrer dans la joie de servir. Alors au sein de cette université, sur ce campus, finalement avec une centaine d'étudiants, et cette année ils poursuivent, eh bien il y a une grande école qui s'appelle une grande école d'humanité. Et ces étudiants saisissent que pour être maître en humanité, il faut être élève des plus fragiles. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Dans France catholique, cette semaine, il est question de la PMA, mais aussi des catholiques et des évangéliques. C'est l'objet de votre éditorial, Gérard Leclerc. Oui. L'ami Henrik serait beaucoup plus compétent que moi pour parler de ce sujet, mais c'est à l'occasion de la publication d'un livre, initiative de l'épiscopat, qui relaie un peu le dialogue entre évangéliques et catholiques. J'ai énoncé quelques réflexions sur le sujet. Merci Gérard et bienvenue à Henrik Lindel qui nous a rejoint sur ce plateau. Vous allez pouvoir nous parler de la une de la vie. Cette semaine, il est question de la chancelière Angela Merkel. Comment fait-elle pour être aux commandes de l'Allemagne depuis aussi longtemps, Henrik ? Oui, c'est quand même incroyable. Pensez donc à Angela Merkel qui est toujours au sommet de sa popularité, notamment chez les jeunes. Elle est chancelière depuis 12 ans. Donc la question qu'on se pose, mais comment fait-elle ? Comment est-ce possible ? Eh bien, elle est en face avec son opinion publique et elle n'a pas trop d'idéologie, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser. Contrairement à ce qu'on attribue souvent aux Allemands aussi, c'est quelqu'un qui suit intensément l'évolution de la société, mais à sa façon. Merci Henrik. De nombreux dispositifs publics existent pour accompagner les femmes enceintes en situation de fragilité, mais très peu de publicité est faite sur ceux et celles qui les soutiennent. Alors que fait l'État pour les mères en détresse ? C'est la question posée par Famille Chrétienne dans son dossier de la semaine. Et le dossier de l'hebdomadaire protestant est consacré aux 500 ans de la Réforme que nous fêtons cette année. Qu'est-ce que le protestantisme a-t-il à dire à cette société et à ce monde ? Comment les protestants se sentent-ils héritiers de Luther ? Comment sont-ils perçus par les autres ? Paroles et regards croisés dans Réforme cette semaine. Et Pèlerin présente la première édition du festival Via Aeterna, polyphonie, chant grégorien, musique sacrée. La baie du Mont-Saint-Michel va vibrer du 21 au 24 septembre. Pèlerin vous raconte la philosophie de ce projet en harmonie avec l'architecture du Mont-Saint-Michel. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve deux éditorialistes de la presse chrétienne. Diplomatie, climat, Corée du Nord, les présidents français et américains ont partagé leur vision du monde mardi lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Deux visions opposées, pourtant les deux hommes affichent une relation quasi amicale. Henrik Lindel, je rappelle que vous êtes chef de rubrique Société à l'hebdomadaire La Vie. Alors, deux visions opposées, pourtant deux hommes qui affichent leur amitié. Vous en comprenez quoi ? Oh, c'est finalement très simple. Emmanuel Macron, il est pour ce qu'on pourrait appeler un monde multipolaire, où il y a plusieurs puissances régionales qui ne sont pas systématiquement dans la compétition, mais plutôt dans la coopération. C'est la vision qu'il a défendue, contre un Donald Trump qui a défendu son pays, et qui a défendu son pays, et même une certaine ligne agressive. Et pour la première fois depuis longtemps, on entend plus ou moins une menace contre un autre pays
un autre pays, fut-il une dictature communiste comme l'est la Corée du Nord. Mais c'est presque systématiquement, ils ont exprimé 2 points de vue très différents sur presque chacun des sujets. 2 points de vue très différents également que vous avez pu constater, Gérard Leclerc. Tout à fait, oui. La brutalité du président américain contraste avec, je dirais, le ton presque papal du président français qui a fait un discours, disons, un peu aux accents très, très humanistes. Ceci dit, ce discours même de Macron me pose quelques problèmes parce que il est évidemment pour une vision pacifiante des choses, mais elle ne va pas de soi. D'ailleurs, lui-même, en parlant de la Syrie, a montré que les choses n'étaient pas évidentes. Et par ailleurs, la France est engagée sur des terrains sensibles en Afrique avec son armée. Et je ne pense pas que le président Macron veuille retirer les troupes du Mali ou d'autres territoires africains. Donc, cette vision pacifiante, elle est donc à moduler avec les défis du monde actuel et le problème syrien est très loin d'être résolu. Henrik, vous comprenez le petit bémol que vient d'ajouter Gérard par rapport au discours d'Emmanuel Macron? Ah oui, bien sûr. Surtout, il a fait comme si tout le monde était responsable du problème syrien, alors que moi, je suis de ceux qui pensent que la France s'est largement trompée dès le début sur le conflit syrien. Je vous rappelle qu'ils en étaient à menacer Bachar el-Assad de bombardement, avec d'ailleurs Barack Obama à l'époque. Je prends le risque de dire qu'heureusement, ils n'ont jamais fait ça. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, finalement, qui est intervenu en bombardant la Syrie. Et je suis tout à fait d'accord avec Gérard là-dessus. Et ce que je trouvais intéressant, par ailleurs, c'est que Emmanuel Macron a rappelé l'importance de la politique de développement. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu un homme politique parler de ce qu'on appelait à l'époque la politique de développement. Donc il a par exemple dit qu'il faut peut-être augmenter l'aide publique au développement, la porter à 0,55%, alors qu'elle est actuellement à 0,5%, je crois, du revenu national. Effectivement, on a un accent un peu papal sur ces choses-là, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça faisait du bien d'écouter des paroles apaisantes. Et je ne suis pas français, mais j'aurais voulu être français ce jour-là. Voilà. Gérard Leclerc, vous avez été fier C'est l'aspect, je dirais, le plus séduisant du président Macron, la façon dont il procède sur le plan diplomatique, y compris avec le président Trump, vous en avez parlé au début, y compris avec Poutine, etc. Il y a une façon comment dirais-je, d'affronter la difficulté sans l'aggraver, en quelque sorte. Ça, c'est tout à fait sympathique. En même temps, quand même, le cas Trump oblige à réfléchir à certaines évolutions du monde, à certains rétrécissements nationaux avec leurs aspects inquiétants. Mais aussi, il faut tenir compte d'un fait, c'est qu'il semble qu'une large partie des opinions nationales rejettent ce que M. Sanders, le concurrent malheureux de Mme Clinton, appelle les élites. Les super-élites qui, semble-t-il, n'ont plus l'agrément des peuples. Et le phénomène Trump rentre dans cette analyse des choses et on pourrait faire d'ailleurs des analyses analogues en ce qui concerne la France. Trump n'est pas Macron, mais Macron aussi a profité un peu d'un désaveu des partis installés. Henrik ? Oui, tout à fait. Ce qui me semble intéressant aussi à noter, quand même, en ce qui concerne Donald Trump, c'est qu'il parle effectivement je dirais des États-nations. Il parle des nations, il parle des peuples. Il réintroduit ce vocabulaire-là dans le discours officiel, dans les salons feutrés de l'ONU. Il joue un peu le rôle de ce mauvais garçon et parfois il a pas tort en fait. Il n'a pas toujours tort.
il rappelle quand même l'obligation pour les hommes politiques de produire des résultats concrets en termes d'emploi. C'est-à-dire que c'est une parole rassurante quand il dit « pour moi, c'est le peuple avant tout ». Vous le comprenez, vous le rejoignez, Donald Trump, quand il dit ça? Oui, ça correspond à un phénomène. Comment dirais-je, les peuples ont peur pour leur avenir, pour leur identité, etc. Il y a un certain nombre de grands phénomènes mondiaux qui redistribuent les cartes et les opinions répondent à ces transformations du monde. Trump, comment dirais-je, s'insère tout à fait dans ce climat-là, avec son côté inquiétant et puis parfois complètement contradictoire, parce que effectivement, il est pour, l'Amérique d'abord. Mais en même temps, on pourrait penser que l'Amérique d'abord, ça nous conduit à une politique isolationniste, et en même temps, il se montre très, très entreprenant et très offensif à l'égard d'un certain nombre de régimes comme le Venezuela ou la Corée du Nord. Henrik Lindell, un petit mot pour conclure. Oui, personnellement, je trouve que c'est très difficile de prendre Donald Trump au sérieux. Je veux voir Donald Trump plutôt comme un symptôme d'un mal qui est celui que donc, les hommes politiques, notamment Hillary Clinton, et c'est pour ça qu'elle a perdu, n'a pas suffisamment écouté, non pas le peuple, mais certaines catégories du peuple, ceux qui se sentaient délaissés, ceux qui se sentaient un peu exclus. Et ce n'était pas forcément les minorités traditionnelles qui se sont exclues. Là, il s'agit plutôt du travailleur blanc. Alors, Donald Trump a trouvé le ton et Hillary Clinton n'a pas trouvé le ton. Malheureusement, Donald Trump a un discours qui est totalement décousu, parfois irrationnel, extrêmement divisif, extrêmement dur et, à mon avis, totalement impossible sur le plan national à réaliser. Merci Henrik Lindell, merci Gérard Leclerc d'avoir partagé vos points de vue sur notre plateau. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et aussi réagir avec le hashtag #AlaSource. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.